là, on ne savait pas à quoi s'attendre. On était dans l'inconnu total. Et quand j'arrive sur un point GPS qui nous avait donné par l'organisation, je trouve un radeau de sauvetage avec un petit bonhomme dedans qui me faisait des signes et voilà. Nous sommes le 30 novembre 2020. La nuit tombe sur l'océan Indien. Depuis le pont de son voilier, aux confins de l'Atlantique Sud, Jean Le Cam, qui participe à son 5e Vendée Globe, scrute les flots. Il est à la recherche d'un marin qui a chaviré. Le naufragé attend les secours dans son radeau de survie, ballotté par des vagues de 5 mètres de haut. Et là, c'est l'angoisse. Je me dis, là, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Ce sauvetage épique que je m'apprête à vous raconter ancre pour de bon la légende du roi Jean. De la prestigieuse course en solitaire, le public ne retient que la bravoure de Jean Le Cam. Une arrivée de rockstar sur la musique de son chanteur préféré. Après 80 jours éreintant en mer, Jean Le Cam n'a pas perdu le sens de la fête devant des bénévoles aux anges. C'est beaucoup d'émotion. C'est super parce que c'est une grande énergie. C'est super. C'est un Vendée Globe remarquable. Il est remarqué parce que c'est vrai que c'est assez incroyable. Je vais vous expliquer comment le marin a réussi à boucler cet épique tour du monde et à se faire une place durable dans le cœur des Français. Que je sois là aujourd'hui, c'est un miracle, quoi. C'est tout simplement incroyable. Incroyable. Le roi Jean, une vie de marin. Épisode 5. Vendée Globe 2020, le vainqueur du cœur. Cette aventure commence par un dos bloqué. Nous sommes 3 semaines avant le départ du Vendée Globe, à l'automne 2020. Jean Le Cam se fait un tour de Rhin en bricolant sur son bateau. 3 semaines avant le départ, donc on n'en a pas fait de la publicité non plus, mais et c'est vrai, comme on avait bossé d'arrache-pied, que voilà, il y avait une pression assez importante. Et en fait, une fois le départ passé, fini, quoi. Donc comme quoi, il y a le côté psychologique des choses est aussi très important sur les problématiques qu'on peut avoir, les problématiques physiques qu'on peut avoir de droite ou de gauche. C'est comme si de rien n'était donc que le marin prend le départ de la course. Il embarque sur son vieux compagnon, Hubert, en hommage à son grand copain, le navigateur Hubert Desjoyaux, décédé en 2011. Le bateau, Hubert, a déjà 13 ans à l'époque. Jean Le Cam a fait 2 fois le tour du monde avec. Alors autant vous le dire, ce voilier sans foil et son skipper sexagénaire sont loin d'être au centre de l'attention le jour du départ. Là, je pars premier. Mais comme on n'avait pas de foil, tous les journalistes étaient du côté des foilers et du coup, ça s'est passé inaperçu. Les foilers, ce sont ces voiliers équipés d'appendices incurvés qui font voler les bateaux au-dessus de la surface de l'eau, ce qui leur permet d'aller beaucoup plus vite. Oui, c'est ça. Au début, médiatiquement, tu n'existais pas. Bah non, parce que en fait, les favoris, c'était Alex Thompson avec donc Hugo Boss, Charal, avec Jérémy Bayou. Ça, c'était les 2 gros leaders. Nous, on était juste à côté. Donc, Puis c'était un départ particulier parce que c'était pendant le 2e confinement. voilà, il n'y avait personne. En plus, il y avait du brouillard le jour du départ. Ça a été un peu retardé de 2 heures et puis on est parti enfin. Vous vous souvenez sans doute de l'ambiance particulière de cet automne confiné en raison de l'épidémie de Covid. Drôle d'ambiance ici au Sable d'Olonne, à quelques jours du départ du Vendée Globe. Nous sommes sur le ponton au milieu des bateaux. Alors les skippers sont confinés, mais désormais la population aussi. Le départ se fera sans public. Le village est fermé, il ne reste accessible qu'aux équipages et aux journalistes. Mais une fois en mer, Jean Le Cam retrouve vite ses marques. Et à la surprise générale, il navigue dans le groupe de tête, loin devant les autres bateaux sans foil. Le 30 novembre, alors qu'il approche de la pointe de l'Afrique, le skipper est 4e du classement. Les conditions sont chaotiques, la mer formée avec des creux de 4 mètres. Vers 15h30, Jean Le Cam reçoit un coup de fil de la direction de la course. L'un de ses concurrents, Kevin Escoffier, vient de déclencher sa balise de détresse. C'est un bouton sur lequel le skipper peut appuyer et qui permet de le localiser s'il est en danger. À ce moment-là, personne ne sait ce qui s'est passé, mais il faut aller chercher Kevin Escoffier. Jean Le Cam n'hésite pas, mais en même temps, il n'a pas le choix, car rappelez-vous, c'est le devoir du marin de venir en aide à d'autres navigateurs en difficulté. C'est d'ailleurs écrit noir sur blanc dans le règlement de la course. Il me donne la position, forcément, et puis je me dirige sur le... Et c'est là où je découvre... Je ne savais pas ce que j'allais voir. Je pouvais voir un bateau dématé, plus de quilles, bateau à l'envers, etc. Après, là, je tombe sur un radeau de survie, un
radeau de sauvetage avec Kevin à l'intérieur. Donc là, je me dis, là, c'est sûr qu'il s'est passé quelque chose de très grave. Et puis après, je m'écarte pour préparer ma manœuvre pour aller le récupérer. Et puis là, personne. Donc je ne retrouve plus sa position. Il avait éteint sa balise et du coup, je ne le trouvais plus. Donc là, c'était un peu la panique générale, on va dire. Imaginez la situation à ce moment-là. Le jour décline rapidement. Jean Le Cam scrute les flots agités à la recherche de la minuscule embarcation de Kevin Escoffier. Le marin n'envisage pas une seconde d'aller se reposer. D'ailleurs, à 2h du matin, il cherche encore. Je me dis, alors là, ça va être terrible. Forcément, on a tendance à se dire, il fait nuit, donc on va arrêter les recherches. Donc c'est pour ça que Kevin, d'ailleurs, avait éteint sa balise, et puis en se disant, bon, ils vont reprendre les recherches le lendemain matin. Puis l'organisation, une fois de plus, me donne un autre point. Je me dirige vers ce point, et encore personne. Et puis en partant, alors là, c'est le désespoir qui s'installe. J'étais debout sur le pont, putain, je vois un flash quoi, qui apparaît dans une vague. Une apparition. Je dis, c'est pas vrai quoi. Là, Jean est en train de raconter à France Info ce qu'il a vu quand il a essayé de porter secours à Kevin Escoffier. Là, tu passes du désespoir, tu vois, au truc de dingue quoi. Donc là, je finis, grand voile, épaulé au moteur, le vent avait déjà un peu molli, et la mer c'était quand même un peu améliorée. Et là, je me mets au vent. Et là, je dis à Kevin, je vois Kevin, et puis je lui dis, ben écoute, il me dit, tu reviens ou quoi? Je dis, non, je reviens pas. On fait tout de suite. Et je lui balance la bouée rouge, l'espèce de banane, là. Et puis, il arrive à l'avoir. Après, c'est la pêche au maquereau derrière, mais et au final, on a réussi. Comme quoi, ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que on a toujours des idées préconçues. Et en fait, c'est parce qu'il faisait nuit que je l'ai récupéré. Parce qu'une lumière, une petite lumière comme ça en plein jour, je l'aurais pas vu. Donc là, il remonte sur le bateau et il m'explique que ce bateau, il s'est cassé en deux. On n'a jamais vu ça. L'IMOCA orange et noir de Kevin Escoffier a effectivement sombré en quelques minutes. Le skipper le raconte le lendemain. Il donne des interviews en direct depuis le bateau de Jean Le Cam. Ah ouais, c'était surréaliste en fait. Sur le coup, j'y crois même pas. C'est qu'on était dans des conditions qui allaient ne faire que monter. Et je suis parti en surf sur une vague. Et là, dans le bas de la vague, le bateau a cassé, s'est plié en deux. C'est-à-dire que l'avant du bateau s'est retrouvé à 90 degrés de l'arrière du bateau, avec l'eau qui est montée à une vitesse folle dans le bateau. J'ai juste eu le temps d'aller chercher une combinaison de survie, de l'enfiler, de récupérer un radeau de survie. Et là, je me suis fait prendre par une vague. J'ai fini à l'eau avec le radeau de survie. Ça s'est passé extrêmement vite. Vivant, mais encore sous le choc. Kevin Escoffier vient tout juste d'être sauvé des eaux par l'homme qui tourne cette vidéo. Jean Le Cam, 61 ans, doyen du Vendée Globe. Merci Jean. Première chose, on s'est pris dans les bras. Jean m'a dit putain, t'es à bord. Et moi, j'ai dû lui dire je suis désolé de faire que ta course du coup soit un peu terminée, parce que voilà, ça m'embêtait aussi pour lui, mais c'est content d'être à bord, content d'être. Et puis j'étais un peu exténué aussi parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup dormi de la nuit. Et voilà, j'étais content d'être sur le pont d'un bateau plutôt qu'au fond d'un radeau. Le lendemain matin, les deux hommes sont partout, en une des journaux, à la télé, à la radio. À bord du bateau de Jean Le Cam, le téléphone n'arrête pas de sonner. Même si normalement, la règle tacite de la course au large veut que ce soit toujours la mer qui appelle la terre, et pas l'inverse. On a eu des appels, beaucoup d'appels différents. Hein. On a, pendant 24 heures, c'est Kevin qui faisait la secrétaire. Hein. Il était bon là-dessus. Pendant 24 heures non-stop, c'était des médias. Ouais, le téléphone sonnait sans arrêt. Ah, tout le temps. Et là, c'est là que tu es devenu un peu le roi de la course, quoi. Ouais, enfin... Médiatiquement parlant. Ouais, médiatiquement parlant, mais bon. L'histoire remonte même jusqu'à l'Élysée. Emmanuel Macron veut parler à Jean, le féliciter. C'est Anne, l'épouse de Jean Le Cam, qui le prévient. Il faut savoir que le navigateur est toujours en contact avec sa femme. Il l'appelle quasiment tous les jours. On reviendra d'ailleurs sur cette relation fusionnelle et ce rôle de soutien que joue Anne Le Cam auprès de son époux dans un prochain épisode. C'est Anne qui doit nous appeler. J'étais avec Kevin et puis il y a Anne, il nous dit, il y a le président qui doit vous appeler à telle heure.
on s'est dit que c'est le président de la classe, quoi. À ce moment-là, ça leur paraît tellement fou qu'il y a un quiproquo. Jean s'attend à un coup de fil du président de la classe. C'est comme ça qu'on appelle les catégories de bateaux. En l'occurrence, le président de la classe des IMOCA. Il ne se doute pas une seconde qu'il va parler au chef de l'État. Non, c'était le président de la République, bon. Et puis on pensait pas que ça allait se faire, quoi. Honnêtement, tu te dis, ça va pas se faire. Et puis on voit Macron qui apparaît sur l'écran du portable. Bonjour président. Bonjour. Non, ça va mieux là? Ouais, ça va mieux. Désolé, on déroge un peu aux règles de confinement en vigueur en ce moment. On se retrouve à deux, mais c'est pour la pause. Ouais. Vous avez passé combien de temps, vous, en mode survie, là, Kevin? Une douzaine d'heures. Ah la vache. Ah la vache, 12 heures quand même. Et j'avais aucun retour d'information, donc il ne faut pas se laisser aller trop à l'imagination dans ce moment-là. Il faut rester en pensée positive. Ah, c'est génial. En tout cas. Et merde pour la suite. Ok, merci. Salut à tous les deux. Bonne mère et merci. Hein. Donc ça s'est passé comme ça et c'était très sympa d'ailleurs. Très naturellement. Donc c'était un moment incroyable parce qu'ils ont été chercher un ordinateur parce que forcément à l'Élysée ils ont des normes informatiques que nous on n'a pas. Ils n'utilisent pas Skype. Hein. Donc Anne leur a dit si, de toute façon il n'y a pas d'autre moyen que ça. Bon, donc c'est comme ça ou rien. Et du coup ils sont allés acheter un petit portable en bas de la rue et puis ils ont réussi on a réussi à communiquer avec Macron. Voilà, tout simplement. C'était complètement improbable quand même. Ah, c'est improbable total. Ouais. Ah oui, complet. Ouais. Complet. Bon. Mais bon, c'était sympa. En attendant une solution pour débarquer Kevin, les deux hommes, qui se trouvent alors à plusieurs centaines de kilomètres de l'Afrique du Sud, la terre la plus proche, maintiennent le cap à l'est. Une partie du monde est confinée, mais eux profitent de cette cohabitation inattendue. Ils s'amusent bien, en fait. Vous vous rappelez peut-être de cette vidéo complètement invraisemblable, où Jean apparaît blessé à la joue. Elle a fait le tour des réseaux sociaux à l'époque. Bonjour, on est toujours à bord de Yes We Can. Regardez. Le fameux clac, clac, clac de Jean Le Cam. C'est ça. Qui vient de passer des heures et des heures à la barre. Ouais, parce qu'on avait un problème de... Voilà, un problème de pilote, et du coup il a fallu que je barre pendant 10 heures. Et il y a un poisson volant qui est arrivé, qui m'a percuté la joue. Et voilà, là j'ai encore une petite cicatrice, mais ça va passer, je pense. Tu retournes la tête, voir, fais voir. Oh punaise. Et ça c'est un poisson volant des mers du Sud donc. Voilà, c'est ça, ils sont très agressifs, ils ont un petit bec. Et en fait, quand ils arrivent sur toi, crac, ils essaient de te mordre, juste c'est réflexe. Comme une confidence, Jean Le Cam me raconte les dessous de cette anecdote qui a fait un buzz incroyable. Une histoire que les deux hommes ont inventée de toutes pièces. Je vais bricoler sur les safrans à l'arrière. Et puis évidemment, comme les usineurs, ils font toujours des angles droits. Et ils ne savent pas faire des jolis arrondis. Je me blesse un peu à la figure avec un des palonniers. Et puis, donc, je reviens. Et puis, Kevin était là. Et puis, il me dit, on va faire une blague. On va dire que c'est un poisson volant qui t'a tapé dans la joue, etc. Donc, on part sur ce scénario-là. Bon, c'était pour de faux. Mais les gens avaient pris ça pour de vrai. Et puis, arrivé à un moment, tout le monde était persuadé que c'était vrai. Et du coup, on s'est pris à notre propre piège. Parce qu'à un moment, tu peux pas dire c'est pour de faux. Parce que ça devient tellement... On se rend pas compte des dangers du Vendée Globe. Ah non, on s'en rend pas bien compte à sa juste hauteur. Non, mais c'est vrai, on n'en parle pas assez des poissons volants qui percutent la coque, ok, on les entend, mais qui nous percutent nous, voilà. Et ça fait vraiment, voilà, ça fait vraiment un choc. Ouais, t'es bien marqué. Ah, j'étais sonné. Ouais. Sur le moment, j'étais sonné. Heureusement que t'es arrivé d'ailleurs pour... Ouais, depuis que je suis à bord, j'ai bien vu que t'avais pas toute ta tête non plus de toute façon. C'est ça. Voilà, tout le monde a repris l'info, les journalistes, etc. Donc, on était alors après, moi j'en parlais plus. Voilà, ouais, il y a presque pire.
Le 6 décembre 2020, les 2 skippers ont rendez-vous avec le Nivås. C'est un bâtiment de la Marine nationale qui patrouille aux alentours des îles Kerguelen et qui va récupérer Kevin. Et voilà, le Nivås, il est là. Donc c'est un bateau de 90 mètres, je crois. Et donc voilà, on va préparer la manœuvre. Ils vont mettre un Zodiac à l'eau. Jean ? Bon, alors, écoute, hein. Ça fait un bisou. Bisous Macaille, merci. Salut. Et voilà. Ok, merci. Ok, à plus. Donc là, ils repartent avec le Zodiac sur le Nivås. Et voilà, je me revoilà tout seul. Alors une fois tout seul, après en double et après encore tout seul. Mais Jean n'a pas le temps de s'appesantir sur son triste sort de marin solitaire. Alors que Kevin Escoffier remonte vers la Réunion, à 3500 km de là, notre skipper reprend sa route vers l'est. Pour vous situer, il est à ce moment-là dans l'océan austral. Il lui reste les 2/3 de son tour du monde à parcourir. C'est alors qu'il fait une terrible découverte. Puis là, je découvre que le bateau, l'avant du bateau était cassé. Ah bah, je comprends tout de suite. Hein. Ouais. C'est mon métier, donc là, je sais tout de suite que la mousse est cassée, donc ça va pas s'arranger. Hein. Il faut intervenir vite. Ah, il faut intervenir très vite. Là, il fallait trouver une solution, sinon je coulais. Donc, Vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, je vous ai raconté comment Jean Le Cam s'est à peu près tout réparé. Et heureusement, à ce moment-là, c'est le MacGyver en lui qui prend la main. Découper les cloisons, découper les ballasts pour faire des cloisons. J'ai fait 300 trous dans le bateau pour faire des trous d'injection, pour injecter de la résine dans la mousse. Stabiliser déjà la peau, parce que ça bougeait avec les vagues. Et puis ça l'a fait comme ça. Et puis après, dans le Pacifique, ça recasse. Alors là, pour le coup, ça commençait à devenir un peu chaud, au milieu du Pacifique. Et là, j'ai récupéré toutes les lattes que j'avais sur le pont et j'ai fait des renforts en carbone, à la fois avec un mix de boulons que j'avais à bord et de résine et de Sikaflex, voilà, de résine polyuréthane, etc. Et là, j'ai dit, bon, il faut que ça tienne. Là. Chaque jour, pendant le mois et demi qui suit, Jean Le Cam inspecte avec soin l'avant de son bateau. Il n'en parle pas. Il ne veut pas inquiéter ses proches. Il préfère s'arranger seul avec le dieu des océans. Là, quand t'as plus rien, tu pries, quoi. Et puis là, tu donnes une bouteille de rouge à Neptune quand tu passes l'équateur, voilà. Non, parce que là, tu peux couler, quoi. Donc, fais pas le malin. Donner à boire à Neptune, quand on passe l'équateur, c'est le rituel superstitieux des marins. Il faut donner à boire au dieu de la mer pour que la course se passe bien. Jean Le Cam n'y déroge jamais. Cette fois, pour s'assurer de la clémence divine, il ne se contente pas de quelques gouttes, il vide la bouteille de vin entière dans l'océan. Et le cadeau semble satisfaire Neptune. Jean Le Cam touche au but, il n'est plus très loin de la Vendée. À la fin, j'en avais marre parce que j'ouvrais la trappe des cloisons étanches, compartiments étanches. Du coup, j'ouvrais la trappe 4 fois par jour et puis après le Cap Horn, en remontant sur l'Atlantique, j'ai dit bon, de toute façon... il faut que ça le fasse, je ferme la porte et puis de toute façon j'ai plus de résine pour réparer, donc à un moment tu peux plus faire grand chose. Hein. Le 28 janvier 2021, à 20h15 et 55 minutes, après 81 jours en mer, Jean Le Cam franchit la ligne d'arrivée de son 5e Vendée Globe. Il arrive au Sables d'Olonne. Voilà, après j'arrive, donc là déjà quand tu passes la ligne d'arrivée t'es content. Et puis on rate la marée forcément, donc on reste dehors au moins 4-5 heures pour attendre que la marée remonte pour entrer dans le port. On arrive vers 2h du matin et là, il y avait encore un public de fous et en plein Covid. Tu t'attendais pas à avoir autant de monde Non, à 2h du matin en plus. Non, à 2h du matin, il faisait un froid de canard. Et en fait, c'était une super arrivée. Quoi. Je revois Jean, les yeux fermés, en train de danser sur le pont de son bateau, à l'entrée du port. Il semble alors se nourrir de l'ambiance, des cris, des applaudissements. Anne Patinec, journaliste pour France Bleu Loire-Océan, était au Sables d'Olonne ce soir-là pour couvrir l'arrivée du Vendée Globe 2020. Malgré le couvre-feu, plusieurs centaines de personnes sont venues saluer le roi Jean tout au long du chenal. Tel une rockstar, le marin a fait son show, dansant sur des chansons de Johnny, impressionné qu'autant de gens soient là pour l'ovationner en pleine nuit.
Je suis super content d'être là et d'avoir tous les gens qui sont là, parce que tous les gens me disent merci et moi je leur dis merci. Ça veut dire que c'est le vrai partage. C'est des valeurs qu'on a besoin et ces valeurs-là, je suis content de les partager. À ce moment-là, dans l'excitation de l'arrivée, Jean ne pense même pas au classement. Il sait qu'il est arrivé loin derrière le trio de tête, Yannick Bestaven, Charlie Dalin et Louis Burton. Mais une surprise l'attend. Le jury décide de lui octroyer des compensations pour le temps passé à sauver Kevin Escoffier. 16h15 de moins sur son temps de course effectif. Jean termine 4e, la cerise sur le gâteau. En plus, il y a le classement. Ce putain de classement. Alors là, j'ai pas eu beaucoup de chance dans ma vie. Mais alors, pour ce coup-là, on peut dire que là, j'étais servi. Les choses ont fait que je finis 4 à la place du con. Donc, en fait, j'ai soulagé l'éventuel con qui aurait pu être à ma place. Ce qui paraît fou aujourd'hui, c'est que les péripéties de Jean Le Cam sur ce Vendée Globe 2020 ont totalement éclipsé le triomphe du navigateur Yannick Bestaven, qui est arrivé premier de la course cette année-là. Lorsqu'il arrive sur la terre ferme, Jean est acclamé par la foule. Il fête ce nouveau tour du monde réussi. À terre, le roi Jean se coiffe de sa couronne et cherche les mots pour décrire son Vendée Globe, le 5e consécutif. Il est exceptionnel, donc il est même pas parmi les autres. Il est autre chose. Je pense qu'il y avait Anne derrière aussi qui était essentielle dans cette histoire. Pour garder la confiance, pour garder le... J'ai failli m'arrêter en Nouvelle-Zélande, j'ai failli m'arrêter au Cap Horn. Comme à chaque fin de course, Jean Le Cam est heureux de retrouver ses proches. Car notre marin est bien entouré. Vous l'entendrez dans le prochain épisode. Sa femme Anne est son pilier, son lien avec la terre lorsqu'il part en mer. C'est un élément clé de la longévité de notre marin breton.